L'invité du Grand Journal au micro de Steve Nadjar. Younes Belfella, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes chercheur et consultant, spécialiste de l'espace arabo-musulman, directeur du MedFocus Think Tank. Et je voudrais que vous nous éclairiez aujourd'hui, Younes Belfella, sur la polémique née du sourire échangé hier à la COP27 entre le président israélien Yitzhak Herzog et la première ministre tunisienne Najla Bouden. Pourquoi cette séquence, finalement très courte et qui a été captée par une caméra de télévision, a suscité, selon vous, un tel tollé au sein d'une partie de l'opinion publique tunisienne? Tout d'abord, je crois que ça rentre dans un geste de courtoisie diplomatique entre la chef du gouvernement tunisien et le président israélien. Et normalement, dans ce genre de réunion onusien ou bien sous tutelle d'organisations internationales, en général, il y avait toujours des rencontres entre des responsables des pays arabes et Israël, sachant bien que ça peut être aussi des pays qui n'ont pas des relations normalisées, on va dire, avec Israël. Ce que vous nous dites là, Younes Belfella, pardon, je vous interromps, c'est que ces sourires existaient déjà dans la coulisse, simplement cette fois on les a vus. Oui. Tout à fait, exactement. Donc là, cette fois-ci, c'est qu'on a vraiment dévoilé cette affaire pour des raisons, je trouve que même politiques, parce que en fait, la Tunisie, avec le président Kais Saied, il a fait ce qu'on peut appeler une surenchère politique, lui et ses opposants politiques très très nombreux, sur l'affaire, le fait de dire que la normalisation avec Israël, c'est un acte de trahison. Il a même utilisé la cause palestinienne pour que ça soit en fait un alibi, un prétexte de légitimité politique pour lui, sachant bien qu'il y a quand même une dérive autoritaire qu'on ne peut pas négliger en Tunisie après 2011. Ce qu'il a fait le 25 juillet en 2021, c'était considéré comme étant un coup d'État, un changement de la constitution qui donne énormément de pouvoir et un pouvoir suprême au président tunisien. Et donc là, on constate parfaitement qu'il y a aussi un rapprochement avec un autre régime anti-Israël, qui est le régime algérien. Et il faut rappeler aussi que le régime algérien, il donne des aides monétaires à la Tunisie, des approvisionnements également énergétiques. Et c'était très clair quand on a vu, par exemple, le sommet des pays de la Ligue arabe. En fait, à Alger la semaine dernière, on a bien constaté quand même qu'on est dans le monde arabe entre deux axes. Un axe des monarchies arabes qui est assez ouvert, qui essaye de faire des relations avec Israël et qui tisse des relations excellente avec l'Occident. Et il y a un autre axe qui est représenté par l'Algérie, la Tunisie, le Liban de Hezbollah, l'Irak des chiites, qui est proche de l'Iran et qui représente quand même ce qu'on peut appeler un axe de mal, si je veux utiliser bien évidemment le jargon de George W. Bush. En fait. Alors, vous évoquez à l'instant cette convergence avec Alger. Est-ce que c'était aussi, en tout cas dans les déclarations passées du président Saïed, l'expression aussi d'une divergence forte avec l'autre rivale voisine, Rabat, sur la question du rapport à l'État d'Israël? Oui, bon, de toute façon, il y a une tension diplomatique entre Rabat et Tunis. Ça fait quelques mois, on l'a constaté. D'abord par le rapprochement et la Tunisie qui devient quand même quasiment une relation de chef du front Polisario lors d'une rencontre entre l'Union africaine et le Japon dans un cadre d'une conférence économique dont normalement le front Polisario ne devra pas faire partie normalement des présents. Et donc forcément, on a constaté quand même qu'il y a quand même une rupture diplomatique avec Tunisie, et certainement ça rentre également dans le cadre de ce que je peux appeler la politique des axes dans cette région. Donc il faut être attentif par rapport à ce qui se passe également en Libye, le rôle de l'Égypte dans cette région en tant que médiateur très accepté par les différentes parties. Mais ce qui est intéressant et ce qu'on le voit clairement, c'est que les relations, par exemple, entre les pays qui ont fait les accords d'Abraham avec Israël, on constate qu'il y a une évolution au niveau économique, une évolution au niveau culturel entre le Maroc et Israël, entre les Émirats arabes unis, le Bahreïn et également Israël. Donc, ce qui fait que la normalisation, cette fois-ci, c'est différent par rapport à la normalisation des années 70 avec l'Égypte et après pas avec la Jordanie. C'est-à-dire là, on est face quand même à une relation qui peut partir de la normalisation vers l'alliance par la suite.
dans le sens de faire quand même un bloc anti-Iran et également de saisir les opportunités de développement économique et technologique dans cette région du Moyen-Orient et du Nord-Afrique. Younes Belfella, pour revenir à cette polémique du sourire, vous évoquiez à l'instant les déclarations passées et la prise de position pro-palestinienne du président Kais Saied. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de divergence à la fois politique et idéologique entre le président et la première ministre au sein finalement de l'exécutif politique tunisien ? Non, je ne crois pas. D'abord parce que le poste de chef de gouvernement qui est représenté par la ministre Bouden, en fait, il n'a pas assez de pouvoir. C'est un poste, en fait, c'est une autorité sans pouvoir. Le pouvoir extrême et la totalité du pouvoir exécutif, il est sous la main du président Kais Saied. Donc ça, il faut vraiment le souligner. Et après, il faut rappeler quand même qu'il y a des opposants de Kais Saied qui ont des positions aussi anti-Israël. Donc c'est pour cette raison que je dis qu'il y a une surenchère politique entre les différentes parties pour utiliser l'affaire de la normalisation avec Israël comme étant un prétexte politique. Malheureusement, surtout dans un pays comme la Tunisie, dont on sait parfaitement quand même qu'il y a une communauté juive très très représentable et qui avait des relations de cohabitation et de brassage culturel entre les musulmans et les juifs dans ce pays. Est-ce que Najla Bouden, la chef du gouvernement tunisien, sort, selon vous, fragilisée politiquement par cette séquence ? Est-ce qu'elle pourrait, par exemple, être limogée dans les jours à venir ? Je vous cache pas, vu la campagne médiatique contre elle, ça fait quand même 24 heures. On voit clairement qu'il y a quand même une pression, populaire, même médiatique. On en parle beaucoup. On en parle beaucoup dans les journaux télévisés mais tunisiens de cette polémique. Oui, de toute façon, pas que tunisien, mais dans tout le monde arabe. Mais ce qui est marrant, c'est que la grande pression, elle est faite par les médias pro-iraniens. Quand on voit la chaîne, par exemple, d'Al Mayadeen, qui est la chaîne proche de l'Iran et qui est siégée au Liban, ou la chaîne Al-Manar qui représente quand même le Hezbollah, on voit qu'il y a quand même quasiment des insultes contre cette dame et contre son geste, et on voit qu'il y a quand même des messages qui sont envoyés vers le président Kais Saied afin de prendre la décision de limoger la première ministre, on va dire, de la Tunisie. Quelles sont les relations actuellement entre la Tunisie et notamment son président et l'Iran, ou en tout cas l'axe pro-Iran dans la région ? Tout d'abord, il y a quand même des déclarations très favorables vis-à-vis de l'Iran qui sont faites par le président Kais Saied quand il dit qu'il faut avoir un rapprochement avec l'Iran et qu'il faut avoir une certaine ouverture. D'ailleurs, on le voit qu'il y a quand même aussi une tension entre la Tunisie et l'Arabie Saoudite depuis un bon moment. De plus, il y a quand même la fameuse déclaration de Kais Saied qui était pro le régime de Bachar el-Assad quand il a accueilli le ministre des Affaires étrangères de la Syrie et quand il a décidé d'ouvrir quand même l'ambassade de la Syrie à Tunis, contrairement à d'autres pays de la région. Donc, je trouve quand même qu'il y a une influence du régime algérien sur la Tunisie, mais il y a également une certaine idéologie qui vient du panarabisme et qui est très très proche du régime iranien, de ce qu'on peut appeler l'axe de la résistance. Et ça se voit clairement, soit en Algérie, en Tunisie, au Yémen, au Liban, en Irak et en Syrie, et qui sont carrément des pays qui deviennent soit dépendants de l'Iran, ou bien des pays alliés de l'Iran, et par conséquent aussi alliés de la Russie et de la Chine. Ça, il faut aussi le mentionner très très clairement. Alors, ce que vous nous expliquez, Younes Belfalla, est particulièrement intéressant, notamment sur ces considérations à la fois géostratégiques et idéologiques. Est-ce que on pourrait également mettre en avant dans ces rapprochements des considérations, cette fois-ci davantage économiques ou énergétiques, pour expliquer ce rapprochement entre la Tunisie et l'Iran ? Tout à fait. La Tunisie passe par une période économique très très compliquée et très difficile. Il faut rappeler quand même que même le taux de croissance qui avoisine 2%, mais ça reste quand même une croissance économique très molle parce qu'elle n'arrive pas à créer de l'emploi. Le taux de chômage, il dépasse les 20%, un taux d'inflation de 8%. Et ce qui est très dangereux, c'est certainement la dette publique. On parle d'une dette publique selon le Fonds monétaire international qui dépasse les 90% du PIB. On est quand même à un pays à l'aube de faillite. Ça risque quand même d'avoir le scénario de Liban,
en Tunisie prochainement. Et donc, c'est pour cette raison qu'il y a quand même des aides qui ont été présentées par l'Algérie, à peu près 500 millions de dollars dans les 2 dernières années, sans négliger bien évidemment les approvisionnements énergétiques faits par l'Algérie afin de, je dirais, sauver la face en Tunisie et de garder une certaine légitimité pour le président actuel qui est bien évidemment caractérisé par ses opposants comme étant la nouvelle dictature, on va dire, de la même le dictateur de Zine Abidine Ben Ali avant. Est-ce que ces difficultés économiques génèrent sur place une forme de grogne sociale? Est-ce que celle-ci peut profiter aux forces islamiques et notamment autour de la mouvance Frères musulmans? La mouvance Frères musulmans en Tunisie, elle est très différente. On parle de ce qu'on appelle le mouvement Ennahda. C'est un mouvement, ce qu'on peut appeler les... Oui, exactement. C'est un mouvement qui a été créé dans les années 70 et c'est un mouvement dont la majorité écrasante des dirigeants ont eu des formations à l'étranger, en Europe particulièrement, à Londres et à Paris. Donc, on peut les caractériser comme étant un mouvement post-frères musulmans. Il n'a pas certainement l'idéologie extrême des frères musulmans. Il n'a pas de problème avec l'exercice démocratique, au moins sur le plan technique, ça veut dire le fait de faire des élections parlementaires ou même des élections présidentielles. Et il est considéré comme étant quand même un mouvement très très proche de l'Occident, notamment des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Donc là maintenant, oui, effectivement, ce mouvement, il a passé par le pouvoir entre 2011 jusqu'au 2020. Il y a beaucoup de critiques qui sont adressées au mouvement Ennahda, mais jusqu'aujourd'hui, la Tunisie n'arrive pas à avoir un mouvement, je dirais, libéral, civil, capable d'exercer une démocratie. Donc, ce qui fait que l'alternative des islamistes, c'est le fait de tomber dans l'autoritarisme, l'exemple de Kais Saïd en l'occurrence. Alors, je voudrais également vous faire réagir à ces déclarations lors de la dernière campagne présidentielle du président tunisien Kais Saïd. Il évoquait son souhait, je cite, de libérer la Palestine et de promulguer également une loi qui punirait sévèrement tout citoyen tunisien ou tunisienne qui aurait des contacts avec Israël. Est-ce que la question palestinienne compte toujours autant aux yeux de l'opinion publique tunisienne? C'est une question qui est utilisée pour la propagande politique et médiatique. Certainement, ce n'est pas une priorité parce qu'il faut rappeler quand même que la Tunisie avait à plusieurs reprises des relations soit directes ou indirectes avec Israël, soit à l'époque de Bourguiba ou par la suite à l'époque de Zine Abidine Ben Ali. Comme j'ai dit également, il y avait quand même une communauté juive très représentative en Tunisie. On se rappelle que même entre 2011 et 2020, il y avait un ministre du tourisme tunisien de la confession juive. Donc là, ce qui fait que ce qui se passe actuellement, et surtout qu'après la signature du Maroc de l'accord d'Abraham, les pays de la région, soit qu'on voit qu'il y a une ouverture vers la paix, vers le fait de faire des relations avec Israël, ou bien le fait d'utiliser ce prétexte, on va dire, pour des raisons politiques. Mais maintenant, ce qui est très intéressant, il faut le dire aussi, oui, c'est que je trouve que l'avènement de Benjamin Netanyahu au pouvoir, ça peut donner beaucoup d'espoir par rapport à la question de refaire des relations diplomatiques avec d'autres pays arabes. Alors justement, notamment, je trouve que... Alors justement, j'allais y venir, Younes Belfella, lors de sa conversation avec le président américain Joe Biden, Benjamin Netanyahu, le probable futur Premier ministre de l'État d'Israël, a évoqué la possibilité de nouveaux accords de paix, de normalisation. Si on regarde un planisphère, et en particulier dans l'espace arabo-musulman, quels sont les États qui, à vos yeux, en tant que spécialistes, pourraient se rapprocher dans les mois à venir de l'État d'Israël pour éventuellement la mise en place d'une normalisation de leurs relations diplomatiques communes? Je trouve tout d'abord le Sultanat d'Oman et le Qatar. Les deux pays, je trouve que ce sont les deux pays les plus proches pour faire des relations avec Israël. D'abord parce qu'il y avait déjà un antécédent, c'est-à-dire il y avait quand même une visite de Benjamin Netanyahu à Oman et une rencontre avec l'ancien sultan Qaboos. On sait parfaitement que le Qatar avait des relations avec Israël. Il y avait quand même un bureau de représentation à Doha. Et ce que je dirais quand même comme un point de plus, c'est que pour Oman ou bien pour le Qatar, le problème, je dirais, d'idéologie n'existe pas parce que quand même on est face toujours avec l'axe des monarchies qui sont plus proches, qui sont un axe modéré, qui est un axe très proche de faire des relations avec Israël et de concrétiser soit la question de la paix et bien évidemment de profiter de cette relation pour des raisons économiques et technologiques. Mais est-ce que la proximité du Qatar avec le Hamas, notamment sur le plan financier, peut entraver un tel processus de normalisation entre Doha et Israël ? Comme ça peut jouer un rôle favorable, parce que quand même le Qatar ne cesse pas d'être vraiment un médiateur, donc ce qui fait que ça peut être vraiment un canal de communication
entre Israël et le Hamas. D'ailleurs, c'était le cas depuis un bon moment. On sait parfaitement que le Qatar ou bien même l'Égypte ont joué des rôles de médiation Oui. entre Israël et des groupes palestiniens ou même des groupes libanais. Donc là, ce qui est vraiment intéressant dans cette question, c'est qu'au cas où on trouve d'autres normalisations de relations avec les pays arabes, quelle sera la réaction de l'Iran? Parce que c'est ça la grande question dans cette région, sachant bien que l'Iran n'a pas cessé de manifester son mécontentement par rapport à ce genre de reprochement. Eh bien, merci beaucoup Younes Belfella. C'était passionnant de vous écouter autour de cette exploration de la relation israélo-tunisienne et notamment autour de cette polémique du sourire. Je rappelle que vous êtes chercheur et consultant spécialiste du Maghreb et du Moyen-Orient, directeur du MedFocus Think Tank. On peut vous réécouter en podcast sur radioj.fr bien sûr, mais aussi retrouver cette interview en vidéo sur notre page YouTube. Excellent après-midi à vous et à très bientôt sur Radio J. Merci beaucoup. Au revoir.